Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, mardi 23 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Chers amis, que vous profitez bien de vos vacances, en mode tranquille le chat, peinard le canard. Trump Trade. Vous avez vu un peu l'accent de fou? Trump Trade. Le trade de Donald Trump. Bitcoin est-il un trade de Donald Trump? Les cryptos sont-elles un trade de Donald Trump? Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trade de Donald Trump? Donald Trump, c'est lui, potentiellement un monsieur qui a déjà présidé les États-Unis de 2016 à 2020. Alors nous nous souvenons toutes et tous de sa première présidence. Et potentiellement, il pourrait revenir au pouvoir en novembre prochain. Trump trade, Trump trade, Trump trade. La presse anglo-saxonne ne parle que de ça. Et tout le monde, la presse financière, la presse cryptographique, lui dit Bitcoin est un Trump trade. Ah, je dis attention, n'allons pas trop vite en besogne. Déjà, ça veut dire quoi, un Trump trade? Bon. Alors, forcément, cette semaine est hyper chargée. Encore une semaine décisive. La 100e semaine décisive de l'année. Je vais répondre à la question, j'arrive, sur le Trump trade. Sur le trad de Trump. On va parler français. Le trad de Trump. Est-ce que le Bitcoin est un trad de Trump? C'est ce que quelqu'un pourrait poser comme question en découvrant pour la première fois le Bitcoin. Bon. Entre 2016 et 2020, Donald Trump, c'est la politique de l'offre, c'est des baisses d'impôts. Vous vous souvenez de 2017, ce qu'on appelait je crois de mémoire, la Tax Cut and Job Act, la loi baisse d'impôts dédiée à l'emploi, baisse des impôts, bon, surtout pour les plus riches, investissement massif, programme de soutien budgétaire à l'économie américaine, hausse des taux obligataires, déficit budgétaire, potentielle pression inflationniste, et tout un tas de petits secteurs que je vous ai rassemblés ici, dans lesquels Donald Trump souhaite favoriser les États-Unis, l'industrie au sens large, la défense, l'aérospatiale, la construction, l'aéronautique, la santé, la cybersécurité, et donc oui, la finance et les crypto-monnaies. Alors, pas crypto-monnaie directement. La finance, oui, parce que Donald Trump, les républicains en général, sont favorables à la déréglementation financière. Ça, c'est vrai, ça soutient surtout le secteur bancaire. Les activités de marché en général. Bon. Ok, très bien. Maintenant, en l'état, oui, alors les républicains ont toujours critiqué la SEC, la SEC, lorsqu'elle mettait des bâtons dans les roues aux cryptos. Oui, dans la campagne présidentielle, Donald Trump s'adresse aux 20% d'Américains qui détiennent des cryptos en disant que plus aucun bitcoin ne sera miné en dehors des États-Unis. On entend tout et n'importe quoi. J'ai lu que Larry Fink, le patron de BlackRock, pourrait être un jour ministre des Finances de Trump. Il y a la conférence, la Bitcoin Conference, de vendredi à dimanche cette semaine, à Nashville, dans le Tennessee. Vous connaissez Nashville, dans le Tennessee? Êtes-vous déjà allé dans le Tennessee? Êtes-vous déjà allé aux États-Unis? Moi, aux États-Unis, j'y suis allé 6 ou 7 fois, donc 4 fois à New York. Et à l'âge de 16 ans, j'avais vu les Twin Towers. Elles étaient encore debout et je les avais prises en photo, mais c'était pas un appareil photo numérique à l'époque. On imprimait ça sur, enfin c'était des photos papier quoi, une espèce de petit carton là. Bon bref, tout ça pour dire que il y a beaucoup de rumeurs, tout le monde attend les déclarations de Donald Trump ce dimanche. Certains espèrent même qu'il déclare que Bitcoin fera partie des actifs de réserve stratégique des États-Unis. Enfin bon, n'exagérons pas. Ce qui va guider la suite de la tendance de Bitcoin à horizon 1 an, c'est son cycle monétaire habituel, c'est l'évolution des taux d'intérêt, mais oui, bon, forcément, là, il y a ce sujet du trade Trump. Alors, Bitcoin est-il un trade Trump? Directement non, mais de manière générale, le secteur de la finance des activités de marché est plutôt favorisé. Maintenant, ça va être l'opération de communication. Vous vous souvenez, je crois que oui, c'était au premier semestre 2021, à l'époque, c'était Elon Musk, à chaque fois qu'Elon Musk faisait un tweet favorable au Bitcoin et au marché crypto en général, ça permettait d'avoir des breakouts techniques. Donc voilà, je pense qu'on sera davantage dans ce registre-là. Après, je ne sais pas, il y aura peut-être une annonce tonitruante de Donald Trump dimanche à propos de Bitcoin. Ok, dans ces cas-là, on pourra dire que c'est un trade Trump. Mais en attendant,
Restons tranquilles. Donc cette semaine hyper décisive comme d'hab. Les ETF, ETH, c'est aujourd'hui, ils sont tous cotés. Alors attention, rappelez-vous avec Grayscale, il y a des frais de fou. Avec Bitcoin, il y avait eu 3 semaines de baisse dans le sillage de la première cotation des ETF BTC, avec le comblement d'un gap à l'époque, le gap des 39K. Alors si on reproduit ce modèle, je sais que beaucoup se disent qu'on va combler le gap de Bitcoin entre 58 et 60K. Il y a un gap aussi sur le contrat futur Ethereum. Les gaps qui ont été ouverts la semaine dernière, vous savez, dans la remontada qu'on vient de faire entre 55 et 68K, il y a en phase initiale, en phase initiale, pas vraiment initiale, la phase initiale c'était sous les moyennes mobiles à 200 jours, avec la purge sous les 60K, avec toutes les belles divergences haussières qu'il y avait à l'époque, c'était début juillet. Mais il y a eu, pour en sortir, un gap. Est-ce qu'il faut le combler? Ok, très bien. En attendant, le nouveau garant de la reprise, c'est 65K. Je me dis toujours qu'il peut y avoir un retest des 65K. C'est un prix important. Ce fut le prix du halving le 20 avril dernier. C'est un niveau de support chartiste. C'est là où passent beaucoup d'outils de l'analyse technique. Vous avez la moyenne mobile à 50 qui n'est pas loin. Vous avez le nuage du système Ishimoku. Vous avez le prix réalisé à court terme en analyse on-chain. Bon, 65K, je me dis que ça peut retest. Dans les éléments de pression, vous avez les remboursements de Mt. alors qu'on a déjà commencé, qui continuent cette semaine. Mais voilà, en même temps, bon, on sait bien que ceux qui récupèrent leur Bitcoin ne vont pas tous les vendre comme ça. Mais tout de même, ça crée de l'offre, ça crée de la distribution, donc on aura toujours des séances volatiles. Une reprise bien construite, qu'est-ce que c'est qu'une reprise bien construite? C'est pas un truc qui monte en ligne droite. Ça, on montera en ligne droite quand on fera le bull run, c'est-à-dire lorsqu'il y aura le breakout de la TH, on n'y est pas encore. Lorsqu'on sera vraiment dans le cœur de la saisonnalité favorable, on n'y est pas encore. Moi, je pense que c'est toujours la fin de l'été, début automne. Mais voilà, là, on fait une reprise bien construite. Bon, par contre, voilà, il faut tenir les 65K, mais je vais être précis sur le plan technique. D'ailleurs, pour un investisseur et un trader en cryptoactifs, une des clés du succès, naturellement, de ne pas se faire dérober ses cryptos. Jamais, je dis bien jamais, un tiers mal intentionné ne doit accéder à l'identifiant de votre compte de trading crypto, au mot de passe de votre compte de trading crypto, aux clés privées de vos différents wallets, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un wallet centralisé ou d'un wallet autogéré, et même à votre boîte mail. Mais oui, avec l'identification à 2 facteurs, vous savez que l'on reçoit un code d'activation sur sa boîte mail. Bref, il faut tout sécurisé. Et quand bien même un pirate parviendrait à pirater votre ordinateur fixe, votre laptop ou même votre téléphone portable, nous avons toutes et tous sur notre téléphone portable l'application de notre compte de trading. Même dans ce cas de figure, vos cryptos, votre portefeuille crypto doit rester inviolé. Alors quelle est la solution qui permet de mettre en échec tous les pirates, même les meilleurs pirates informatiques du monde? Chers amis, un VPN, et NordVPN a 2 solutions hyper efficaces pour bloquer les pirates. Première solution, Protection Anti-Menace Pro, qui analyse toutes les URL des sites que vous visitez et qui analyse aussi tous les dossiers que vous allez télécharger sur votre ordinateur portable, votre laptop ou votre téléphone portable. Et Protection Anti-Menace Pro bloque tous les sites malveillants, les trackers web, les virus, les publicités piégées. Une pierre, 2 coups, car Protection Anti-Menace Pro, c'est aussi un scanner qui a les mêmes fonctionnalités qu'un antivirus et qui va analyser tout ce que vous téléchargez sur votre PC. Deuxième solution, et là c'est étonnant, la surveillance du dark web. Vous savez, imaginez, vos données personnelles ont déjà fuité sur le dark web. C'est fini. Vous ne pourrez pas les effacer. C'est terminé. Les pirates peuvent se les passer. Eh bien, dark web, la solution NordVPN, vous avertit à temps pour que vous puissiez changer vos mots de passe. Chers amis, offre exceptionnelle, 4 mois d'abonnement offerts sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Suivez le lien NordVPN Cryptost en description. On va tout de suite passer aux illustrations parce que ça fait déjà trop de temps que je blablate. Donc les amis, c'est parti mon kiki, la Bitcoin Conference de Nashville. Vous pouvez y entrer ici, donc c'est là. Ça fait partie des multiples temps forts qui ont lieu cette semaine. Avec du beau monde, hein, on reconnaît M. Trump qui doit parler, on reconnaît Cathie Wood d'Ark Invest, il y a des ETF aussi dans tous les sens maintenant. Donc ça, c'est un des temps forts de la semaine, c'est dimanche. L'idée, c'est de voir un peu ce que ce monsieur va dire, sachant que, bon, effectivement, il s'adresse aux électeurs, et c'est vrai que c'est quand même assez énorme de voir que plus de 20% des Américains détiennent des cryptos. Je pense qu'on va davantage s'inscrire dans le registre de la communication. Je ne suis pas certain, mais je ne suis pas dans sa tête, personne ne l'est,
que le monsieur personnellement soit vraiment hyper convaincu, hyper à fond sur tout ce que représente Bitcoin. Éventuellement, il peut être intéressé par le côté spéculatif, appréciation des prix, c'est un investisseur ce monsieur. On sait que son colistier Vance a un portefeuille crypto, je crois qu'il a déclaré avoir un portefeuille crypto de 100 000 $, bon, il y a des choses comme ça, mais ça reste électoral. Maintenant, bon, on sait qu'il a déclaré qu'il souhaitait que le reste des bitcoins qui doivent être minés le soient aux États-Unis. On verra. Donc ça, c'est un des temps forts de la semaine. Les ETF Ethereum Spot sont officiellement lancés aux États-Unis d'Amérique. Donc avec une cotation qui va commencer aujourd'hui, avec toutes les infos sur le site Cryptost. Ici, vous les avez tous, ils sont tous listés avec leurs frais. Et donc celui-là, le Grayscale Ethereum Trust, ou poupou, 2,50. 2,50. Rappelez-vous les amis, ce qu'il se passate avec un thé qui n'existe, qui ne devrait pas se trouver là. Mais j'ai décidé de le mettre. Bon, ce qu'il se passe ça, ce qu'il se produit, dans les 3 semaines qui ont suivi la validation en janvier, n'importe quoi, des ETF BTC par la SEC, regardez Grayscale, énormément d'outflow, parce que c'est cher, et donc au final, en flux net, c'était légèrement négatif. C'est le scénario que certains craignent à court terme sur ETH et BTC. Donc il existe cette possibilité qu'à court terme, il y ait, avec les ETF ETH, Grayscale mais c'est pas sûr, et les remboursements de Mt. Gox, qui ont déjà commencé, de l'offre, de la distribution, et donc ce qui crée un mouvement volatile avec des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements. Bon, c'est ce que propose Bitcoin. Une impulsion, un range, une impulsion, un range, une impulsion, un range, un retracement. Bon, j'y viens, j'arrive dans un instant sur les niveaux techniques. Bref, dernier temps fort de la semaine, c'est vendredi. Donc aujourd'hui, les ETF ETH, vous avez aussi demain les indices PMI les indices PMI, qui sont les indicateurs avancés les plus respectés par le marché. Surtout l'inflation US, n'oublions pas l'inflation US, non, parce que, bon, au-delà du fait que l'on dise que Bitcoin pourrait être un trade Trump, n'importe quoi, un Trump trade, ouais, je m'en mêle les pinceaux. Ce qui compte, c'est l'inflation US. Donc, en plus, vendredi, c'est l'indice d'inflation favori de la Fed, le PCE. Le consensus est favorable. Le consensus est favorable, et c'est ça qui compte. Vous savez, lorsque le bull run de Bitcoin va démarrer, quelque part entre la fin de l'été et l'automne, ça s'appuiera surtout sur les éléments de la finance traditionnelle. Et en particulier la désinflation, le pivot de la Fed et l'évolution des taux d'intérêt du marché qui, eux, n'ont toujours pas donné de signaux techniques baissiers moyen terme. Alors ça, pour le coup, au-delà de Bitcoin et Ethereum, Solana, BNB, etc., c'est plutôt la clé pour moi d'activation pour les altcoins. Alors, oui, Total 3 est en reprise, mais c'est ce qui manque et ce sont des choses qui viendront de la finance traditionnelle. Voilà donc pour les temps forts de la semaine. Alors maintenant, en étant sur le plan technique, pour le BTC, bon, je ne refais pas tout le débat qu'il y a à savoir, voilà, est-ce que nous sommes toujours dans la 3 ? Où est-ce qu'on a fini la grande 4 et qu'on est dans la grande 5? Ça, j'ai déjà fait la semaine dernière, mais dites-vous bien que ça dépend en grande partie des échelles. Si nous sommes sur la base d'une échelle arithmétique, comme ici c'est le cas à gauche, la grande 3 est largement terminée, puisqu'elle fait plus de 2,618 de la 1 au bas de la 2, et nous sommes forcément dans une grande 4 qui aurait été terminée ici. Alors, pour certains, elle sera encore en construction, parce qu'on pourrait la doubler, ABCX, ABC, bon, on verra bien. Par contre, si vous passez sur une échelle logarithmique, eh bien, nous serions encore dans la grande 3, puisque sa cible, ça reste les 79,80K. D'accord ? Et là, donc, nous aurions terminé la sous-vague 4 de la grande 3. C'est le débat éternel. Les deux peuvent être valables, et donc il faut suivre les deux, avoir les ratios pour les deux, et en permanence, donc, ajuster tout cela. Maintenant, à court terme, il y a eu donc cette belle reprise, la purge sous les moyennes mobiles à 200, SMA 200, EMA 200, précédé de belles divergences. Alors les divergences, je ne vais pas toutes les relister, mais il y avait déjà la divergence prix momentum qui était belle. Il y avait la divergence prix participation, puisque lorsque le marché faisait un nouveau plus bas, vous aviez l'explosion des inflows nets sur les ETF ETH.
Il y avait aussi la divergence sur le sentiment, il y avait un certain nombre d'éléments comme ça, bref. Le marché s'est donc repris, ok, impeccable. Et donc, je vous proposais de suivre la semaine dernière le rôle de la moyenne mobile à 50 jours. Le marché a reproduit en partie ce qu'il avait fait ici, mi-mai, en reprenant, ça a été précis, hein, regardez, la reprise de la SMA 50, qui a été travaillée la semaine dernière, mais qui a toujours tenu en clôture. Donc la SMA 50, c'est-à-dire la moyenne mobile simple à 50 jours. Il y a eu une prise d'appui, d'impulsion. Au final, on a une vague, une 2, une 3, une 4, une 5. Donc on a peut-être déjà terminé un premier mouvement important, puisque nous avons 5 temps. Et dans une vague impulsive, il y a 5 temps. Ok, très bien. Alors maintenant, le nouveau garant, moi je vais être factuel, le nouveau garant de la reprise, c'est le niveau des 65 000 $. Le niveau des 65 000 $, c'est cette zone pivot chartiste. Vous pouvez y ajouter les enseignements du système Ishimoku, c'est le Kumo ici du système Ishimoku. Vous pouvez y ajouter des éléments d'analyse on-chain. Il s'agit du prix réalisé à court terme en analyse on-chain qui est à 63 318 $. Et enfin, il s'agit aussi à l'époque, lorsque le halving a eu lieu ici le 20 avril, dans la nuit du vendredi à samedi, c'était le prix du halving. Donc ces 65 000 $ sont le nouveau garant de la reprise. Je me dis qu'il peut y avoir un retest. Un retest avant de repartir chercher le haut de ce canal. Avant d'aller repartir chercher le haut de ce canal. Et c'est notamment ici aussi que se trouve toute la liquidité dans cette zone des 70-72K. Alors, il y a autre chose, effectivement, et les personnes qui le mettent en avant ont tout à fait raison de le faire, c'est ce gap qui a été ouvert sur le contrat futur BTC, ce gap qui a été ouvert sur le contrat futur ETH. On revient un peu dans le passé, nous sommes ici, un gap aussi avait été ouvert entre les 39 et les 40K, et ici, vous avez eu la validation par la SEC des ETF BTC Spot. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 semaines de baisse avec les outflows de l'ETF de Grayscale, 3 semaines de baisse avec les outflows de l'ETF de Grayscale, le comblement du gap, et c'est reparti. Donc effectivement, dans un scénario qui verrait un marché mis sous pression et une nouvelle rupture des 65K, eh bien dans ce cas, le marché, je pense, reviendrait combler les gaps, c'est-à-dire le gap ici sur le contrat futur, le gap sur le contrat futur aussi ETH, avant de repartir chercher le haut du trading range. Donc c'est l'alternative dans laquelle le marché se situe actuellement, mais pour le moment, nous sommes dans un scénario de retest du niveau des 65K. Un scénario de retest du niveau des 65K, et pour être même plus précis, c'est cet intervalle entre les... Alors c'est un gros bordel ce graphique, mais c'est un graphique intraday, j'ai mis les principaux niveaux. C'est l'intervalle entre 64,5 et 65,5, qui était ici d'ailleurs la ligne de coup d'une structure en épaule tête épaule inversée, c'est la même zone. Voilà, donc retester ça, et c'est là où on attend une reprise pour aller chercher le haut du range. Voilà, alors dans les choses aussi qui vont être importantes, alors le funding n'est pas du tout dans l'euphorie bullish, hein, comme ce fut le cas lorsqu'on s'est présenté plusieurs fois à 70-72K, donc là ça va plutôt aussi dans le sens de ce scénario. Il y a la liquidité à aller chercher entre 70 et 72K. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant de noter, c'est du côté de ce qu'on appelle l'open interest, la quantité de contrats à terme ouverts sur les différents marchés. Donc pour Bitcoin, la bourse de Chicago est en première place. La façon dont on va pouvoir mesurer l'attrait des institutionnels américains vis-à-vis des nouveaux ETF, ETH, sera l'évolution de la place de la bourse de Chicago dans le classement. Pour l'instant, le marché est à la 4e place. Ce qu'on aimerait voir, c'est, dans les prochaines semaines, le CME, petit à petit, gravir vers la première place. Et ça, c'est ce qui permettra de mesurer s'il y a le même attrait que pour les ETF, BTC, Spot. Ça fera vraiment partie des choses à surveiller. Bon, pour l'environnement des altcoins, c'est simple. Moi, je vous propose toujours d'utiliser le Total 3, qui est la capitalisation boursière totale du marché crypto moins BTC ETH. On a toujours ce scénario d'une vague 4 qui aurait été terminée. Le marché, alors, bloque à court terme sur cette trendline, mais il a repris ses moyennes mobiles à 200. Ici, c'est une zone importante. On a eu ici une première impulsion et on est dans un scénario, pareil, de pullback, de retest de cette zone support. C'est ici. Clairement, si Total 3 devait repasser sous ses moyennes mobiles à 200, ce serait un mauvais signal. Donc c'est vraiment ici que ça va être très important que le marché réagisse favorablement. Globalement, les alts, je sais très bien que c'est décevant par rapport à Bitcoin, mais il y a une raison à cela. C'est décevant par rapport à Bitcoin parce que nous n'avons toujours pas
les cassures baissières weekly sur les taux. Oui, en journalier, il y a eu des cassures baissières. Donc, prenez ici le 10 ans américain. Voilà, on a une phase de repli récente. Comme ici, le marché était passé sous le Kumo du système Ichimoku. Sur le 2 ans, au passage, alors ça c'est une trendline weekly, ici le marché était passé sous le Kumo, c'était au début du pump d'octobre, là on est repassé en dessous, ok très bien, mais notez que sur l'horizon de temps hebdomadaire, voilà, c'est vraiment moi ça que je surveille de longue date, vous le savez, les signaux donnés sur les taux obligataires par le système Ichimoku sur l'horizon de temps weekly, et en particulier le Kumo. Là, c'était le gros signal bearish de 2019, le gros signal bullish de 2021. Ça ne veut pas casser, on est encore dessus. On est encore complètement dessus. Et c'est la même chose pour le 10 ans américain sur cet horizon de temps. Et ça, cela ne viendra pour que ce support soit enfoncé. Vous voyez, c'est exactement la même chose sur le 10 ans américain. Pour que ce support soit enfoncé, cela ne peut venir que des éléments de la finance traditionnelle et en particulier donc la désinflation. C'est pourquoi ce chiffre sur la désinflation sera majeur cette semaine. Alors ETH, bon, grande semaine, grand jour, j'en sais rien, c'est la même chose. ETH, c'est exactement le même principe que BTC, avec un marché qui va essayer, donc là qui travaille sa SM à 50, la reprise depuis la réintégration des moyennes mobiles à 200, une vague 4 qui a une pattern assez classique, en zigzag, bon, même si on n'a pas fait exactement le A égale C, c'est pas grave, avec donc cette alternative de savoir si dans un premier temps le marché doit combler le gap. Alors le gap, pour trouver le gap, vous devez aller sur les contrats futurs ETH, vous pouvez prendre celui du CME, parce que c'est là où se trouve la haute finance américaine, donc là je suis bien sûr l'Ethereum futur de la bourse de Chicago, c'est potentiellement cette épine sous le pied. Si Ethereum reproduit le schéma de Bitcoin de janvier dernier, notamment vis-à-vis des ETF de Grayscale, l'idée c'est de d'abord combler le gap, et ensuite de repartir. Ça fait vraiment partie des choses qui sont à surveiller. Pour ETH, BTC, le marché est toujours en retracement. Le marché est toujours en retracement de cette première phase de pump qu'il a fait mi-mai. Ok, très bien. Là, le retracement est assez bien construit. C'est une structure en 3 temps qui, je pense, retracera entre 50 et 61,8. Le marché n'a toujours pas dépassé le trend baissier long terme. Le trend baissier moyen terme, qui est par exemple ici bien illustré par le système Ichimoku en weekly, vous voyez qu'on bloque. Donc, moi, j'ai toujours ce stade où cette flèche-là, elle est là depuis des semaines. J'ai toujours ce scénario qu'on consolide là-dedans. Donc, on consolide ça, on consolide et ça repartira. Et on dépassera ça par le haut lors d'ici la fin d'année. Et voilà. Donc, et ça, je pense que les ETF, ETH apporteront du soutien. Bon, bref, les autres, le BNB, bon, c'est pareil. De toute façon, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial à ajouter, le marché a tenu le support la semaine dernière, la MM 30 semaines, ok, très bien. Il a tenu ses moyennes mobiles à 200, là il fait un petit retracement. C'est la même chose que BTC, vous avez cette trendline ici qui est à surveiller. On a ici un premier, on a 5 vagues, ici, donc le marché retrace par ici, je pense derrière, repartira de toute façon, le tempo sera donné, que ce soit pour BTC, que ce soit pour tous les jetons majeurs, le tempo sera donné par BTC. Donc ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'un bon timing pour entrer sur le marché si je devais à nouveau entrer, eh bien c'est sur support. Le premier support sur Bitcoin, c'est 65K. Voilà. Après, il y a cette alternative, tenir 65K, retest et repartir, ou malheureusement rebriser, d'abord aller combler les gaps sur les contrats futurs et repartir. C'est l'alternative à laquelle nous faisons face. Solana s'est montré plus fort. Alors c'est vrai que maintenant que les ETF, ETH arrivent, tout le monde se projette sur les prochains ETF crypto et notamment donc celui sur Solana. Les premières demandes ont été faites. Attention, il n'y a rien avant le début d'année prochaine. Mais Solana est sorti par le haut de cette structure. Donc là, on a vraiment tout pour dire que la vague 4 est terminée. Le support est à 162. L'équivalent d'un retest des 65K Bitcoin, ce serait de revenir retest 160, 162 et ensuite repartir. Et enfin, RNDR, ça retrace. Alors bon, RNTR, on peut dire d'une certaine façon que le bullrun a déjà connu son bullrun, puisque le marché a déjà fait un nouveau record historique, essaye de se stabiliser. Pour moi, ce jeton reste en correction tant qu'il se maintient sous ses moyennes mobiles à 200. Et vous voyez que pour l'instant, il y est. Vous avez ici en données journalières. Alors, on a encore une structure corrective. C'est un zigzag qui n'est pas terminé. La SMA 200 est ici, le MA 200 est ici.
Donc vous voyez bien qu'on bloque le marché. Bitcoin est un très bon exemple d'un signal de fin de correction. C'était ces séances ici du samedi et du dimanche, et derrière ça part. Et bien, RNDR n'a pas encore donné signal, donc le marché reste sous pression. Et si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, bon, vous voyez qu'il y a encore la place pour une dérive latérale, et là il y aura un soutien, on verra bien si le marché réagit. Mais en tout cas, tant que le marché est sous ses moyennes mobiles de long terme, eh bien, le processus reste correctif. Voilà, chers amis, bon, beaucoup d'éléments à suivre cette semaine. Déjà, première étape, cet après-midi, voir comment se comportent les premiers flux vis-à-vis des ETF ETH, puis les stats américaines, puis l'inflation US vendredi, puis la conférence Bitcoin de Nashville dans le Tennessee, et les annonces que pourrait faire Donald Trump à ce sujet. Voilà, excellente semaine, salut.